Bonsoir à tous. Donc, je suis Adrien de Saint-Jacob, je suis notaire à Paris et donc la Chambre des notaires nous accueille ce soir pour une conférence d'information sur le thème de la transmission, à savoir précisément faut-il préparer sa succession, donation ou testament. C'est donc un sujet très vaste dans le peu de temps qui m'est imparti. Mais d'abord, faisons un constat. Et ce constat, c'est que les transmissions modernes, elles sont presque toujours anticipées, et de plus en plus tôt. Cette anticipation, elle répond classiquement à des mobiles privés, des mobiles psychologiques, sociaux, familiaux. Mais ces transmissions, elles sont aussi, et on le remarque, de plus en plus incitées par un contexte légal favorable ou un contexte fiscal. Alors l'équité familiale, la solidarité intergénérationnelle, la préservation du patrimoine, le gain fiscal, il s'agit là de raisons qui doivent conduire chacun à anticiper sa succession. Alors d'abord, si l'on n'a pas anticipé sa succession, il faut savoir que la loi dicte des règles d'évolution successorale, c'est-à-dire qu'elle va déterminer qui sont les héritiers qui viennent hériter par préférence à d'autres. C'est ça, c'est le plan. Qui viennent hériter par préférence à d'autres. Alors il y a plusieurs manières d'anticiper sa succession. D'abord, on peut anticiper sa succession de son vivant. Et on le voit ici sur le plan, on va parler de la donation et du don manuel, ou alors organiser sa succession, la transmission de ses biens à son décès. Et là, on va parler du testament et de l'assurance vie. Donc dans le premier cas, le cas d'une donation, transmission de son vivant, on a un dessaisissement de propriété du donateur qui est immédiat. Dans les autres cas, la transmission elle est différée au décès du disposant. La caractéristique commune entre les donations et les testaments, c'est que c'est un acte gratuit, c'est la gratuité. Le disposant, il se dépossède au profit du bénéficiaire dans une intention qui est dite purement libérale, c'est-à-dire qu'il n'attend pas de contrepartie. Toutefois, il existe une limite à cette liberté de disposer, soit de donner de son vivant, soit de transmettre à son décès. Et cette liberté, c'est la réserve héréditaire. Alors, vous avez tous déjà entendu, en France, on dit on ne peut pas déshériter ses enfants. En réalité, la raison, c'est cette réserve héréditaire. Elle est d'ordre public, c'est-à-dire que la loi française considère, essentiellement pour les enfants, qu'il est essentiel et historique en France de protéger les enfants et les petits-enfants, à défaut d'enfants, qu'on considère donc comme héritiers réservataires. Donc c'est la loi qui fixe les quotités de cette réserve héréditaire. On voit ici, là sur le slide qui est projeté, la répartition de cette quotité de réserve héréditaire selon le nombre d'enfants. Donc lorsque l'on a un enfant, la réserve héréditaire elle est de la moitié. L'enfant devra forcément recevoir la moitié du patrimoine. Lorsque l'on a 2 enfants, cette réserve héréditaire elle est de 2/3. Et lorsque l'on a 3 enfants ou plus, la réserve héréditaire elle est de 3/4. Et puis on déduit de cette fraction de réserve la fraction du patrimoine dont on peut disposer à titre gratuit à des personnes qui ne seraient pas nos héritiers ou voire même pour avantager un autre enfant. Et cette fraction disponible de son patrimoine, elle s'appelle la quotité disponible. C'est ainsi que par exemple en présence d'un enfant, la quotité disponible sera de la moitié. Et puis lorsque nous n'avons pas d'enfants ou qu'ils ont disparu et qu'ils ont eux-mêmes des enfants, les petits-enfants deviennent réservataires à leur place. Et en l'absence de descendants, le conjoint survivant est quant à lui réservataire pour 1/4. Donc ici, là c'est un autre schéma qui détaille les proportions disponibles et réservées dans la succession. Voilà, en tout état de cause, il peut être opportun d'anticiper le règlement de la succession dans le but essentiellement d'éviter les conflits, parce qu'une succession qui ne serait pas anticipée, elle sera
de nature plus qu'une autre à générer des conflits entre héritiers. C'est le cas par exemple d'une situation d'indivision, rien n'a été prévu, les héritiers sont en indivision qui est un état purement précaire et qui pose beaucoup de questions, beaucoup de sujets et qui nous les notaires nous cause quelques problèmes. Voilà. Et anticiper, ça va permettre aussi d'assurer une égalité entre héritiers ou au contraire favoriser certains autres héritiers qui peut-être auraient besoin plus que d'autres d'une protection, voire même de transmettre à d'autres personnes que ces héritiers. Et puis enfin, ça peut être profiter de dispositions fiscales favorables. Alors, donation ou testament. Donation ou testament, on va, comme je vous l'avais indiqué, commencer à parler de l'organisation de la transmission de son patrimoine de son vivant, en parlant de la donation et du don manuel. On poursuivra en évoquant les donations avec charge et puis en encourageant les donations partage. Et puis dans un second temps, on parlera de la succession, l'organisation de la transmission à son décès, puis comme je vous l'avais dit, à l'issue de l'exposé, il y aura un temps de réponse aux questions de chacun. Voilà, alors, qu'est-ce qu'une donation? Une donation, c'est un contrat par lequel une personne, le donateur, se dessaisit d'un bien au profit d'une autre, le donataire, et ce sans contrepartie. C'est pour ça qu'on parle d'acte à titre gratuit. C'est ainsi que le Code civil, en son article 894, dispose que la donation entre vifs, c'est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Donc de cette définition du Code civil, on lit d'abord que la donation, c'est un acte irrévocable, c'est-à-dire qu'on s'en sépare définitivement. Il y a un adage en droit, donner et retenir ne vaut. Eh bien non, quand on donne, on s'en sépare, on ne peut pas retenir le bien, sauf quelques exceptions qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, il y a des causes légales de révocation sur lesquelles je ne m'attarde pas. On a par exemple l'inexécution des charges qui seraient contenues dans la donation, la révocation pour ingratitude ou encore la révocation pour survenance d'enfants, pour autant que cela a été prévu dans l'acte de donation. Mais ce que l'on voit souvent, en réalité, dans les actes de donation, il s'agit des clauses de réserve d'usufruit. C'est-à-dire qu'un donateur va transmettre un droit démembré au donataire, il va lui transmettre de la nue propriété en se réservant cet usufruit. Cet usufruit, c'est la possibilité pour le donateur de conserver la jouissance du bien. La jouissance du bien, ça signifie qu'il va pouvoir y habiter, il va pouvoir conclure un bail, le louer, percevoir des fruits. Et le bénéficiaire de la donation, le nu propriétaire, lui, il devra attendre l'extinction de l'usufruit. Alors une extinction, soit une extinction naturelle au décès du titulaire de l'usufruit, soit une extinction anticipée par un abandon d'usufruit. Mais attention, lorsque l'on opère ce démembrement de propriété, il faut savoir que malgré tout, le bien, il est donné. Et vous n'êtes plus seul propriétaire, vous êtes propriétaire d'un droit démembré, et à ce titre-là, le donateur et le donataire doivent tous les deux donner leur consentement à la vente du bien. D'accord ? On n'a plus seul les pouvoirs sur le bien. Et puis en cas de vente, sauf volonté contraire et commune entre l'usufruitier et le nu propriétaire, eh bien le prix il sera réparti entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Alors comment on évalue les droits de chacun quand il y a un démembrement de propriété? Les droits de chacun, en définitive, c'est le Code général des impôts qui répartit, du moins en valeur, les droits entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Et cette répartition des droits, elle va tenir compte d'une espérance de vie probable de l'usufruitier, puisque c'est un droit de jouissance viager. Et sur la base de statistiques, le Code général des impôts nous indique que, par exemple, à moins de 61 ans, la valeur de votre usufruit, elle est de 50%, et la valeur de la nue propriété, elle est également de 50%. Puis plus vous vous rapprochez de votre fin statistique, eh bien, plus la valeur de votre droit de jouissance fiscale diminue. C'est ainsi que lorsque vous avez moins de 80 ans, votre usufruit ne vaut plus que 30% et puis vous perdez 10% chaque tranche de 10 ans.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on donne un bien en démembrement de propriété, lorsque l'on transmet de la nue propriété à un enfant, par exemple, eh bien, l'enfant, il ne va être fiscalisé que sur la valeur de la nue propriété qu'il reçoit, déduction faite de votre usufruit. D'accord ? Et pour en revenir à cette valorisation de l'usufruit, pour bien comprendre pourquoi est-ce que ça a une valeur, si demain je vous vends un appartement en vous disant voilà, je vous donne les clés immédiatement, vous n'allez pas vouloir me donner le même prix si je vous disais je garde les clés jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, et bien le Code général des impôts, il raisonne de la même manière. Donc on a un exemple chiffré qui montre l'intérêt fiscal du moins de procéder à une donation en démembrement. Donc on a Monsieur Dupont qui donne un bien d'une valeur de 200 000 € à son enfant. Il se réserve un usufruit, Monsieur Dupont ayant 65 ans. La valorisation de son usufruit est de 40% selon le tableau du Code général des impôts. Et donc, corrélativement, la nue propriété transmise que l'on évalue à 60% est évaluée à 120 000 €. Donc les 120 000 €, c'est sur cette base-là que l'enfant sera taxé au titre des droits de donation. Et puis quant à l'usufruit qui est réservé par le donateur, valorisé du moins au jour de la donation à 80 000 €, au jour du décès du donateur, il s'éteindra par voie naturelle et par définition il ne vaudra plus rien et il ne subira aucune fiscalité. Donc l'économie fiscale elle est vraiment là, hein. C'est-à-dire que imaginons que votre succession soit taxée à un taux de 20%, l'économie elle est de 20% de 80 000 €, elle est donc significative. Alors, l'usufruit ne sera pas taxé sous réserve que le donateur survive au moins 3 mois après l'acte de donation, sinon le Trésor public considérerait que votre décès était certain fiscalement et considérerait la donation comme fictive. Voilà pour ce qui est d'une donation en démembrement. Et puis d'autres clauses usuelles dans les actes de donation, c'est une clause de droit de retour par exemple, c'est le fait pour le donateur de se réserver la possibilité d'un retour du bien dans le patrimoine pour le cas où le donataire décéderait sans descendance. Vous donnez un bien à votre enfant, lui-même n'a pas d'enfant au jour où vous consentez la donation et vous souhaitez que le bien vous revienne, si votre enfant malheureusement disparaissait avant vous sans enfant, plutôt que de laisser sortir dans un patrimoine X, par exemple le patrimoine d'une compagne. Et puis il y a également des clauses très usuelles d'interdiction d'aliéner, c'est-à-dire notamment quand on se réserve un usufruit, on interdit au donataire de vendre le bien tant que cet usufruit est actif. Voilà. Alors, il y a on va parler d'abord de la donation simple, hein, avant le don manuel. Il y a deux types de donations principales. Il y a d'abord les donations en avancement de part successorale et les donations hors part successorale. Les donations hors part successorale, vous les connaissez aussi sans doute sous le nom de donation préciputaire. En réalité, une donation en avancement de part successorale, c'est une donation qui va permettre de faire bénéficier aux donataires, aux héritiers, d'une avance sur leur part successorale sans attendre le décès du donateur. C'est-à-dire que cette donation, elle va venir s'imputer sur la part de réserve héréditaire de l'enfant, donataire, part de réserve héréditaire dont on a vu les quotités tout à l'heure. Donc sur le schéma qui est projeté, on a, alors dans des bleus qui ne sont pas facilement perceptibles, mais on va imaginer la réserve de l'enfant A. Eh bien, si je donne quelque chose à l'enfant A, ça va venir se prendre sur cette petite partie verte, laissant libre la partie bleue qui est la quotité disponible. Donc en réalité, on a des exemples pour bien illustrer ça. D'abord, l'exemple qui concerne la donation en avancement de part successorale. Monsieur Dupont, il a 2 enfants, il donne 200 000 € à l'un de ses fils et son patrimoine au jour de son décès est de 400 000 €. Alors on va imaginer que ce qui est donné à son fils, les 200 000 €, c'est un bien qui n'a pas évolué en valeur. Donc, à gauche, la donation en avancement de part successorale, on retrouve les 400 000 € d'actifs qui existent au décès de M. Dupont, ça c'est ce qu'on retrouve dans son patrimoine. Et puis il s'agit ensuite,
pour calculer la fraction de réserve héréditaire et de quotité disponible, de reconstituer le patrimoine du donateur comme s'il n'avait jamais consenti de donation. C'est pour cela que l'on réintègre la donation qui a été consentie à l'un de ses fils. Donc on réintègre les 200 000 euros, ce qui signifie que nous avons une masse de 600 000 euros sur laquelle on détermine les droits de chacun des enfants. Ils ont chacun des droits de moitié, donc 300 000 euros chacun. Celui qui a déjà reçu la donation de 200 000 euros, eh bien, il ne prendra que 100 000 euros complémentaires, puisqu'il a des droits uniquement de 300 000. Et quant à l'autre enfant, eh bien, il pourra prendre la totalité de ses droits. Puisqu'il n'a rien eu, il pourra prendre 300 000 euros. Et on en arrive bien à répartir les 400 000 euros d'actifs qui existent au décès de M. Dupont. Maintenant, le même exemple avec une donation hors part successorale, une donation précipitaire. Donc, donation hors part successorale, ça signifie que le donateur a voulu avantager cet enfant par rapport à l'autre, et il a donc voulu que la donation, elle vienne se prendre sur la fraction de la quotité disponible. Donc, le tiers qui est disponible, dont le donateur pouvait disposer en faveur de son enfant ou en faveur d'un étranger à sa succession. Donc on retrouve le même actif au décès de 400 000 euros, on réunit la donation pour 200 000 euros, on a toujours la même masse de 600 000 euros, mais ce qui change, c'est que les 200 000 euros, ils viennent se prendre sur le disponible, sur la quotité disponible, et ça vide totalement cette quotité disponible qui était de 1/3, donc de 200 000, et on retrouve uniquement dans la succession les 400 000, et les 400 000, ils se partagent par parts égales, 200 000 chacun, et la réserve héréditaire de chacun des enfants est respectée. Voilà. Et alors, bon, on verra que en réalité, ces donations simples, c'est un schéma qui est très simplifié, mais le fait de procéder par donation simple et ce système d'imputation doit donner en réalité suite à des réévaluations au jour du décès et que c'est générateur de conflits, et c'est là que une donation partage prendra tout son intérêt, et on en parlera juste après. Alors, fiscalement, les droits de donation, eh bien, ils sont calculés sur la valeur du bien donné au jour de la donation, au taux fixé selon le lien de parenté qui existe entre le donateur et le donataire. Donner à un enfant, on peut le faire, chaque parent peut le faire, il pourra bénéficier d'un abattement de 100 000 euros. Alors, le conjoint, 80 000, l'enfant, 31 865, l'arrière-petit-enfant 5 310, frères-sœurs 15 900. Voilà pour ceux qui sont le plus utilisés. Et ces abattements, ils peuvent être utilisés tous les 15 ans, c'est-à-dire qu'ils se renouvellent. Alors ça a changé beaucoup dans le passé, c'était une fois 6 ans, 10 ans, maintenant c'est 15 ans. On espère un retour à des durées un peu plus faibles, mais du moins aujourd'hui c'est 15 ans. Ce qui signifie que, par exemple, M. Dupont, s'il donne à son fils en 2013 100 000 euros, eh bien, dans ce cas-là, il pourra faire une nouvelle donation 15 ans plus tard, en 2028. Et c'est le même principe lorsque l'on utilise les petites tranches du barème des droits de succession, parce que les droits de donation ou de succession, c'est le même barème. C'est un barème qui est progressif, c'est un peu comme l'impôt sur le revenu, ça va de 5 à 45%, puis plus on monte haut dans les tranches, plus on est taxé. Puis si on utilise les petites tranches du barème, eh bien, ces petites tranches, elles se renouvellent également tous les 15 ans. Les droits de donation, justement, en principe, c'est au donataire de les payer, mais la loi fiscale tolère, même plus qu'elle ne tolère, puisqu'elle l'a écrit, ils peuvent être payés par le donateur sans que cela constitue une donation supplémentaire. Et ça, parfois, c'est un levier d'optimisation très intéressant dans les transmissions, parce que si la transmission est subie en succession, eh bien, les enfants, ils utiliseront l'argent qu'ils trouveraient dans votre succession pour payer les droits de succession, ce qui signifie qu'ils payent de l'impôt sur l'impôt. Voilà, et donc il y a un vrai intérêt là aussi à anticiper fiscalement. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu la donation simple, alors la donation simple, ce que j'avais sans doute omis de vous dire, c'est qu'elle doit, à peine de nullité, être régularisé par acte authentique, c'est-à-dire avoir une forme notariée. Et par exception, on a le don manuel qui peut se dispenser de ce formalisme. Alors, si on devait le définir, le don manuel, c'est la remise matérielle d'une chose
au donataire. Alors, bien évidemment, puisque c'est un don manuel, ça se passe de la main à la main, cela doit être un meuble. Par exemple, un bijou, un meuble meublant, un animal, une voiture. Voilà, c'est ce qui peut passer de la main à la main, à l'exclusion évidemment de ce qui serait immobilier. Donc un bien immobilier ne peut pas faire l'objet d'un don manuel. En principe, ce que l'on retrouve le plus souvent, c'est les dons manuels de sommes d'argent. Aujourd'hui, on donne beaucoup plus de l'argent qu'autre chose et on s'en rend compte. Ah, on s'est mis en veille. On s'en rend compte dans les statistiques. Alors pour vous donner quelques chiffres, par exemple en 1980, 18,1% des donations elles portaient sur des sommes d'argent contre 79,9% de donations qui portaient sur de l'immobilier. Aujourd'hui, la tendance est clairement inversée puisque 69,4% des donations portent sur du numéraire contre 28,3% de l'immobilier. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont besoin d'argent pour se construire plus que de la nue propriété d'un bien immobilier qui souvent ça fait plaisir aux parents parce que ça permet d'anticiper fiscalement la succession. Voilà. Donc le don manuel, certes, pas d'acte authentique, mais on va voir juste après qu'il y a quand même un intérêt à faire un acte, à passer la donation sous forme authentique parce que ça va assurer une sécurité et surtout éviter les dangers importants du don manuel. Fiscalement, le don manuel, il est taxable lorsqu'il est déclaré ou révélé à l'administration et il doit en principe être révélé dans le mois qui suit la donation. Et puis le don manuel, il est taxé de la même manière qu'une autre donation, c'est-à-dire qu'il est taxé selon ce tableau ici que l'on a vu tout à l'heure. C'est ainsi qu'un enfant, par don manuel, il peut recevoir 100 000 € par parent et par enfant. Et il faut ajouter à ces 100 000 € une forme particulière de don manuel que vous connaissiez peut-être avant sous le nom de don de Sarkozy, c'est les dons exceptionnels de sommes d'argent. Les dons exceptionnels de sommes d'argent, ils sont exonérés à concurrence de 31 865 €, alors sous condition que le donateur ait moins de 80 ans et que le donataire ait plus de 18 ans, le donataire pouvant être vos enfants, vos petits-enfants, et puis à défaut de descendants, ça peut être vos neveux ou nièces. Voilà. Alors attention aux dons manuels, comme je vous l'avais dit, ces dons manuels en réalité présentent un risque. Pourquoi? Parce qu'il risque de créer des conflits entre vos héritiers en ce que, j'en avais un petit peu parlé lors de la donation simple, en ce qu'ils doivent être réévalués au jour de votre succession. C'est-à-dire que vous donnez 50 000 € à chacun de vos deux enfants et puis l'un de vos deux enfants, il va acheter avec ces 50 000 € un studio. Ce studio aura doublé de valeur. L'autre enfant, il aura utilisé ces 50 000 € pour partir en vacances, il ne lui reste plus rien au jour de votre décès. Eh bien, en réalité, dans votre succession, on devra tenir compte de l'emploi qui aura été fait par chacun de vos enfants de cette somme d'argent. Celui qui a acheté son studio, on considérera qu'il a déjà reçu dans votre succession 100 000 €, et à l'inverse, celui qui a dépensé, on considérera qu'il a reçu cette somme au nominal, donc 50 000 €. Celui qui a tout dépensé pourra prendre dans votre succession 50 000 € en plus que celui qui, lui, a fait un meilleur investissement. Donc là, vous avez créé une inégalité entre vos enfants alors que vous n'en aviez pas conscience. Vous n'en aviez pas conscience parce qu'on transmet à ces enfants au rythme de leur évolution, au rythme de leurs besoins. Et la solution pour éviter cela, c'était de faire une donation partage et on en parlera tout à l'heure des avantages. Mais je voulais quand même faire une petite aparté au moment du don manuel. Alors, les donations avec charge. Donc le donateur, il peut mettre à la charge du donataire un certain nombre d'obligations. Ça peut être par exemple s'occuper du donateur, entretenir la maison de famille, acquérir un bien immobilier, verser une rente à un autre héritier, ou alors ça peut être une charge qui impose au donataire, par exemple, de poursuivre ses études.
Donc c'est une exception en réalité à la règle de la gratuité des donations, mais les charges en tout état de cause qui seraient imposées aux donataires, elles ne doivent pas conduire à absorber la totalité de la valeur du bien. Alors, il y a deux types de donations avec charge que l'on retrouve assez souvent, bien qu'elles soient relativement nouvelles, puisqu'elles datent de 2006. Il s'agit des donations graduelles et résiduelles. Donc, donation graduelle et résiduelle, ici on a un schéma, donc on a un donateur ou un testateur qui transmet un bien identifiable à un premier gratifié, avec une charge, donc c'est ici que la charge intervient, avec une obligation de transmettre ce bien à un second gratifié. D'accord ? Donc on a deux étapes dans la donation, on a deux donations successives. La seule différence entre une donation graduelle et une donation résiduelle, c'est que la donation graduelle, le premier gratifié a l'obligation de conserver le bien pour s'assurer que finalement le second gratifié recevra à son tour le bien. Là où dans une donation résiduelle, il n'y a pas d'obligation pour le premier gratifié de conserver le bien. En réalité, il n'a l'obligation de transmettre que ce qui lui restera de ce bien-là. Voilà, alors en revanche, il sera impossible dans le cas d'une donation résiduelle de léguer le bien donné puisque le donateur pourra également lui interdire de le donner. Alors on utilise ces formes de donation par exemple pour s'assurer qu'un bien restera dans la famille. Hein. C'est-à-dire qu'on peut vouloir transmettre un bien à un enfant, cet enfant n'a pas d'enfant et puis on lui dit voilà, je te donne cette maison de famille à charge pour toi ensuite de la transmettre à tes frères et sœurs. Et fiscalement, ces donations, elles ont également un intérêt, hein, c'est-à-dire que le lien de relation qui va servir à déterminer le montant de l'abattement et le barème des droits de mutation à titre gratuit, c'est celui qui unit le défunt donateur aux deux bénéficiaires. Et ça prend tout son intérêt en réalité quand le premier bénéficiaire et le second bénéficiaire n'ont pas de lien de parenté direct, parce que c'est quand on a un lien de parenté direct que la fiscalité est la plus douce. Par exemple, ici on a un donateur qui a 2 enfants, Paul et Jeanne, il a un petit enfant, Antoine, fils de Jeanne. Eh bien, le donateur, il va ici transmettre un bien à Paul avec la charge de transmettre ce bien au décès de Paul à Antoine. En réalité, il n'y aura pas de taxation en tenant compte du lien de parenté. Paul et Antoine, on aura toujours un lien de parenté au plan fiscal qui sera celui du donateur vers Antoine, donc grand-parent, petit-enfant. Alors que si on avait été oncle versus neveu, eh bien on est sur une fiscalité qui est bien plus lourde, 45%. Voilà, donc, parlons à présent de la donation-partage. Alors, qu'est-ce qu'une donation-partage ? Une donation-partage, comme leur nom l'indique, ça consiste à la fois en une donation et un partage. Et c'est un réel acte d'anticipation de sa succession, parce qu'on partage de manière prématurée sa succession entre ses héritiers présomptifs. Les biens que l'on donne, ils peuvent être de nature différente. Par exemple, un des enfants, vous avez 2 enfants, l'un d'eux reçoit un bien immobilier d'une valeur de 100 000 €, l'autre reçoit 100 000 € en somme d'argent. On n'est pas obligé de donner la même chose à chacun, du moins il faut que ce soit d'une valorisation équitable. Et il est indispensable que cette donation, elle réalise un réel partage entre vos héritiers, entre les donataires. Il ne s'agit pas de donner un bien immobilier, de le donner en quote-part indivise à chacun des donataires, puisqu'en réalité, il n'y a pas de partage, il n'y a qu'une donation. Et ça ferait perdre à la donation-partage tous ses intérêts. Elle serait requalifiée en donation simple avec les désavantages dont je vous parlais à propos du don manuel, par exemple. Alors,
On a un petit exemple sur lequel il n'y a pas de schéma. Les réintégrer dans une donation-partage et leur faire bénéficier de ce régime protecteur et figer leur valorisation définitivement. Alors, une donation-partage au profit de qui? Alors, d'abord, la donation-partage, on pense à la faire au profit de ses enfants, ses héritiers présomptifs, mais il faut savoir que aujourd'hui, cette donation-partage, elle peut être faite au profit de descendants de degrés différents. D'accord? C'est-à-dire que l'on peut décider d'allotir ses petits-enfants via une donation-partage. L'exemple de M. Dupont, qui a 2 enfants, Julie et Pierre, eh bien on peut imaginer qu'ils transmettent un bien A à Julie et un bien B de la même valeur aux enfants de Pierre. Dans ce cas-là, il a réellement réalisé une donation-partage. Mais cela implique que Pierre lui-même ait consenti à ce que ses propres enfants, Paul et Sixtine, soient allotis à sa place de ses droits dans la succession de M. Dupont. On peut imaginer, comme le schéma le montre également, que ni Julie ni Pierre ne reçoivent quelque chose de cette donation-partage et que le bien A il soit alloti aux 3 enfants de Julie et que le bien B soit alloti aux 3 enfants de Pierre, aux 2 enfants de Pierre, pardon. Et dans ce cas-là, on a toujours une égalité de la donation-partage puisque l'égalité, elle doit se faire au regard, en revanche, de vos présomptifs héritiers, donc Julie et Pierre. À partir du moment où les biens A et B veulent la même chose, la donation-partage, elle est strictement égalitaire. Voilà, et puis faire cette donation-partage à des descendants de degrés différents, ça va permettre également de multiplier les abattements. Vous pouvez donner une partie à Julie, une partie à Pierre, et puis bénéficier en donnant aux petits-enfants des abattements dont eux, ils disposent dans votre patrimoine, 31 865 € chacun. Donc en réalité, voilà, on peut maintenir une égalité et profiter d'un certain nombre d'abattements en les multipliant, en intégrant les petits-enfants à la transmission. Et tout ça, bien sûr, sans générer de conflit entre Julie et Pierre, puisque l'égalité par souche aura été respectée. Et puis là, on a un schéma qui montre en réalité les nombreuses possibilités qui peuvent exister lorsque l'on fait des donations transgénérationnelles. Donc, par exemple, si on prend, alors je ne sais pas si on voit très bien le bleu, au moment on ne le voit pas très bien, mais si on prend le dernier schéma, le 3e, l'enfant à gauche, si on imagine un bien A et un bien B, l'enfant à gauche, eh bien, il serait alloti de la moitié du bien A et un seul de ces 2 enfants serait alloti de l'autre moitié du bien A, là où le bien B serait alloti à l'enfant. Bon, c'est des sujets assez techniques, mais voilà, il faut comprendre, il faut savoir que ça peut exister. Et puis avant de passer à la transmission par décès, une question, est-ce que la donation-partage doit forcément être égalitaire? La réponse c'est non, mais si elle ne l'est plus, elle perd un certain nombre de ses intérêts, c'est-à-dire qu'elle pourra éventuellement être remise en cause par un héritier, parce que malgré tout, par donation-partage, on peut certes avantager un peu un enfant, mais il ne faut pas l'avantager trop, parce que dans ce cas-là, il pourra demander la protection qui lui est due au titre de sa réserve héréditaire. Et puis si on consent une donation-partage à certains de ses enfants, mais pas tous, eh bien là on ne peut plus bénéficier du régime de faveur des donations-partage, à savoir les valeurs figées. D'accord? Donc la donation-partage, ça doit rester un acte qui comprend la totalité de vos héritiers. Alors, après avoir vu comment on pouvait organiser la transmission de son patrimoine de son vivant, eh bien on va parler de la transmission de son patrimoine à son décès, et en passant donc par le testament et l'assurance vie. Alors pourquoi faire un testament? D'abord pour ne pas se démunir immédiatement, ça serait le cas lorsque l'on fait une donation, pour attribuer un bien à quelqu'un, pour pouvoir changer d'avis, pour léguer la quotité disponible dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, ça fait partie des raisons qui peuvent vous conduire à faire un testament. Parce que, à défaut
pour vous d'avoir pris des dispositions, eh bien, comme je vous l'ai dit, la loi, elle va classer automatiquement vos héritiers. Si vous avez des enfants, la loi va dire qu'ils viennent chacun en rang égal. Donc un testament, c'est quand même un acte fort, hein, parce que c'est un acte qui va permettre au testateur, via une volonté unilatérale, d'imposer cette volonté postérieurement à son décès. On dit même que le testament, c'est un moyen pour les morts de se venger des vivants. Parce que forcément, on n'est plus là quand il est ouvert, et c'est là que ça explose, puis c'est nous qui sommes là. Donc quelle forme peut revêtir un testament? Alors il y a 3 principales formes de testament en France. On a d'abord le testament authentique. Alors le testament authentique, il est rédigé par le notaire lui-même sous la dictée du testateur. Donc c'est pas là le testateur qui l'écrit, c'est le notaire et le testateur qui lui dicte. Alors il y a un formalisme particulier, c'est soit 2 notaires, soit un notaire et la présence de 2 témoins. Alors c'est une forme de testament qui convient de privilégier quand vous avez peur que votre testament soit contesté, notamment lorsqu'il évince une personne. Vous vous dites ça va créer des tensions. Dans ce cas-là, il peut être utile de s'assurer que, premièrement, les dispositions que vous y avez prises sont parfaitement légales, et le fait qu'il soit signé devant un notaire, eh bien, ça va donner une garantie de votre sanité d'esprit au jour où vous l'avez, au jour où vous avez pris ces dispositions. Et puis c'est un testament qui est conservé au rang de nos minutes, et le risque de perte ou de destruction s'en trouve ainsi très limité, voire nul. Le testament holographe, c'est la forme la plus couramment utilisée en France. Et comme son nom l'indique, ce testament il est écrit en entier de la main du testateur et doit être daté et signé. Mais malgré tout, c'est pas parce que vous pouvez le coucher tout seul sur un papier, on vous recommande de vous faire assister par un notaire, hein, de lui demander conseil pour vous assurer que les dispositions que vous y prenez, elles sont parfaitement applicables, et que votre testament ne pourra pas donner lieu à des contestations à votre décès. Et il est vivement recommandé de le déposer chez votre notaire pour qu'il puisse inscrire ce testament au fichier central des dispositions de dernière volonté, un fichier qui permet à n'importe quel notaire en France de savoir qu'il y a un testament dans telle ou telle étude. Et puis ensuite, le testament mystique, je ne m'attarde pas, c'est un testament, c'est une forme très rare, avec un formalisme particulier de remise d'un testament sous une enveloppe cachetée au notaire et en présence de témoins. Alors, quelles sont les dispositions qu'un testament peut contenir? Un testament, il sert principalement à organiser la répartition de ses biens, hein, et donc en répartissant ces biens, ça va impliquer qu'on va léguer ces biens. Alors on a plusieurs types de legs. On a d'abord les legs universels. Alors qu'est-ce que c'est un legs universel? C'est le fait pour le testateur de léguer la totalité de ses biens, l'universalité de son patrimoine à une ou plusieurs personnes. Le legs à titre universel, en réalité, c'est un legs qui va permettre au testateur de léguer une fraction de ses biens à une ou plusieurs personnes, ou une catégorie de biens. Je lègue tous mes immeubles à telle personne et tous mes avoirs financiers à une autre. Et puis enfin, on a le legs à titre particulier. Je lègue un ou plusieurs biens déterminés à certaines personnes. Je lègue mon appartement à telle personne, et je lègue le mobilier qui s'y trouve à telle autre personne. Voilà. Donc ça, il s'agit de legs particuliers, et encore une fois, il faut prévoir ce qui se passera après, parce qu'au jour où vous faites votre testament, son contenu aura du sens pour vous, mais il faut dire, voilà, si tel légataire n'est plus, au jour où moi je décède, eh bien, qu'est-ce qui se passera après, hein? J'institue pour légataire universel telle personne, et puis si cette personne est décédée, je souhaite que ce soit une autre ou une association, par exemple. Donc encore une fois, l'importance de vous faire aider dans la rédaction de ce testament-là pour essayer de penser à tous les schémas qui peuvent exister. Et puis fiscalement,
lorsque un bien nous est légué, eh bien, le lien de parenté qui existe entre le testateur et le légataire servira de base pour la liquidation de l'impôt. Ainsi, si on est enfant, on aura l'abattement classique de 100 000 euros. Puis si au contraire on est étranger à la succession du donateur, dans ce cas-là, on aura une fiscalité de 60%. Voilà, donc après avoir parlé des transmissions testamentaires, parlons de l'assurance vie, un autre mode de transmission intéressant de patrimoine, et puis qui est d'ailleurs encore le placement le plus plébiscité, le plus aimé des Français. Donc, comment on définit le contrat d'assurance vie? Donc c'est un contrat par lequel l'assureur s'engage auprès de l'assuré et contre le paiement de primes ou cotisations à verser un capital ou une rente à des bénéficiaires déterminés en cas de survie, donc on parle d'assurance en cas de vie, ou en cas de décès du souscripteur, et on parlera dans ce cas d'assurance en cas de décès. Le Code des assurances précise que le capital ou la rente qui serait perçue par un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession. C'est pour ça que vous entendez souvent les capitaux d'assurance vie ou l'assurance vie, c'est hors succession. En réalité, quand on dit hors succession, ça signifie que les sommes, ce n'est pas comme un don manuel, ce n'est pas soumis aux règles du rapport et aux règles de la réduction en cas d'atteinte portée à la réserve héréditaire. Ça va permettre, via des contrats d'assurance vie, d'avantager un tiers, voire même d'avantager certains de vos héritiers. Alors attention, parce qu'il y a quand même un garde-fou, comme je vous l'expliquais, la réserve héréditaire elle est d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle elle bénéficie d'une protection absolue et la loi réserve la possibilité à un héritier réservataire de remettre en cause les sommes qui seraient versées à d'autres héritiers en application d'un contrat d'assurance vie pour le cas où les primes versées par le souscripteur du contrat seraient manifestement excessives. D'accord ? Donc un héritier qui aurait subi effectivement une atteinte à sa réserve héréditaire, et puis pour le cas où le souscripteur du contrat aurait versé des primes trop importantes sur ce contrat d'assurance vie compte tenu de ses facultés financières au jour où il les verse, eh bien l'héritier pourra demander la révision des primes versées et la réintégration de ces montants à la succession. Et puis, les sommes qui sont reçues d'assurance vie, alors elles sont certes hors succession, mais on peut également choisir par testament de les intégrer dans sa propre succession. D'accord ? On peut très bien dire, voilà, j'ai fait ce contrat d'assurance vie parce que c'était intéressant fiscalement. En réalité, le bénéficiaire, c'est mon enfant A, mais je n'ai pas un second contrat du même montant pour mon enfant B. Donc, je vais vouloir décider que ce contrat qui va aller à mon enfant A, il fasse partie de ma succession, de sorte à ne pas désavantager B. Alors, donc fiscalement, en principe, les sommes versées par un assureur, reçues donc par assurance vie, sont en principe exonérées de succession, mais il y a un certain nombre d'exceptions à cette règle. Alors il y a différentes strates légales qui sont venues s'ajouter pour donner naissance à un tableau que l'on comprend finalement assez bien, mais qui aboutit à des traitements différents selon la date de souscription des contrats, la date de versement des primes et puis l'âge du donateur lorsqu'il verse ses primes. Pour les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, les primes versées par l'assuré après ses 70 ans sont assujetties aux droits de succession au-delà de 30 500 €. Pour les primes versées depuis le 13 octobre 1998, avant les 70 ans de l'assuré, quelle que soit la date de souscription du contrat, les sommes qui sont dues par l'assureur, elles vont être soumises, quant à elles, à un prélèvement sur la part revenant à chaque bénéficiaire et la part qui dépasserait 152 500 €.
D'accord? Donc 152 500 €, en réalité, c'est un abattement par bénéficiaire. Donc on voit ici que c'est un abattement qui est conséquent et qui permet quand même de faire passer de l'argent à ses héritiers, voire même à une tierce personne, dans une fiscalité très favorable. Et donc, le régime spécial des primes versées après les 70 ans de l'assuré, là c'est une disposition fiscale, ça veut dire que finalement on n'assure plus vraiment le risque de son décès quand l'on verse des primes sur son contrat d'assurance vie après ses 70 ans. On est trop proche de la fin. Et c'est pour ça que la loi fiscale est venue dire, voilà, si on verse des primes sur son contrat après ses 70 ans, et bien dans ce cas-là, les primes vont être soumises au droit de succession, alors sous réserve d'un petit cadeau fiscal qui est un abattement de 30 500 €. Cet abattement de 30 500 €, c'est un abattement qui va se répartir entre chacun des bénéficiaires des différents contrats au prorata des sommes qu'ils reçoivent dans ces contrats. Donc ce n'est pas un abattement par bénéficiaire. Là où l'abattement de 152 500 € pour les primes versées avant 70 ans, il s'agit d'un abattement par bénéficiaire. Donc lorsque vous abondez des contrats d'assurance vie avant vos 70 ans, il est utile de multiplier les bénéficiaires pour avoir autant d'abattements de 152 500 €. Donc enfants, petits-enfants, tout le monde peut y passer si on veut élargir les abattements. Et puis, pour ce qui est des primes versées depuis le 13 octobre 1998, on le voit également dans le tableau, on a le même principe, 152 500 €. Et puis, au-delà de ces 152 500 €, on a une taxation à 20%, jusqu'à 700 000 €. Et au-delà des 700 000 €, on a une taxation à 31,25%. Donc, c'est toujours des taux intéressants pour les personnes qui ont un patrimoine tel que la transmission monterait dans les tranches hautes du tarif. Voilà, donc j'en ai fini avec cet exposé sur l'anticipation successorale. Naturellement, il s'agissait de vous donner des pistes de réflexion sur l'anticipation de votre succession. Mais en réalité, il y a autant de schémas et stratégies qu'il y a d'hommes et de patrimoine. Donc moi, je ne peux que vous conseiller d'anticiper vous aussi votre succession et réfléchir à ces questions-là avec votre conseil habituel. Merci de votre attention. Et place maintenant à quelques